À l'orée de la prochaine élection présidentielle, les candidats parlent beaucoup de la France et des Français. Mais que peut-on en dire réellement? Une chose est sûre, notre pays a beaucoup évolué depuis ces 30 dernières années, qu'il s'agisse de son économie, de ses paysages ou de ses modes de vie. Nous allons en parler avec des observateurs patentés. Frédéric Dabi, vous êtes le directeur... Vous êtes là, je ne vous voyais pas. Vous êtes là, Frédéric, vous êtes le directeur général de l'IFOP. Alors, on commence avec vous à quelques mois de cette élection présidentielle. Quel est l'état d'esprit des Français et quels sujets les préoccupent? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci au FINARPA de m'avoir convié. On est mieux ici que l'année dernière en distanciel. C'est beaucoup plus sympathique, je tiens à le dire. Effectivement, quelques éléments pendant une dizaine de minutes sur l'état d'esprit des Français, sur cette campagne électorale marquée par de l'inédit, de l'incertitude. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à draper de l'inédit toute campagne en disant c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Mais là, il y a quand même des choses qui montrent qu'une opinion publique bouge énormément et que le contexte de l'élection fluctue très fortement. Si on s'était vu il y a 2 mois, on aurait structuré notre débat autour d'un affrontement automatique, obligatoire, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cela ne semble plus tout à fait certain, même si c'est une possibilité probable. C'est une éventualité. Si on s'était vu il y a 2 mois, on aurait parlé du bilan économique d'Emmanuel Macron plutôt positif et une inquiétude pour lui, ou plutôt des faiblesses sur les questions régaliennes. Là, aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, on va le voir, change fortement la donne. Et si on s'était vu même pas il y a 2 mois, il y a 3 semaines, on aurait dit, je vous aurais dit, il semble que les Français mettent très fortement à distance le Covid et que cette campagne va sans doute se dérouler normalement. Là aussi, on voit que les choses changent. Un premier indicateur que nous suivons depuis janvier 2020 sur le niveau d'inquiétude des Français face au coronavirus, on avait eu très nettement un reflux de l'inquiétude des Français qui mettaient à distance l'inquiétude sur le Covid pour voir d'autres thématiques émerger, l'insécurité, le pouvoir d'achat, la question des services publics. Et là, de nouveau, c'est des données très récentes, IFOP fiducial pour Sud Radio, on a une inquiétude qui remonte très nettement à un niveau élevé, une douzaine de points depuis maintenant 1 mois. Tout se passe comme si on retrouvait les schémas précédents, peut-être un petit peu moins accentués, de ceux du premier ou du deuxième confinement. Même dimension sur l'inquiétude économique, où alors qu'elle était fluctuante, après avoir été extrêmement forte, extrêmement élevée, autant l'inquiétude face au Covid a plutôt fluctué, autant celle face aux conséquences économiques a été parfaitement étale. On a été dès le début sur du 90%. Là, elle fluctuait, elle reculait nettement avec les bons résultats économiques, les bons chiffres sur la croissance, les conséquences sur le chômage. On va voir à quel point le regard sur le chômage a fortement changé. Et là, de nouveau, cette inquiétude augmente. Et puis, avant de venir plus longtemps sur les sujets de préoccupation des Français, il va y avoir une donnée. Sans doute que cette campagne va avoir lieu sous Covid, sans doute que d'aucuns parleront d'une élection confisquée, avec des débats tronqués, peut-être pas de meeting, ce ne sont que des hypothèses. N'oublions pas que l'abstention massive aux élections municipales a eu pour origine cette crise du Covid, et ça a plus que jamais inscrit le pays dans un cycle abstentionniste jamais vu. Je rappelle que depuis le début du quinquennat, l'abstention était majoritaire à tous les scrutins, 49,5% aux élections européennes, mais on n'est quand même pas loin du 50%, et qu'on a vu monter une logique de vanité du vote. Voter c'est vain, voter c'est inutile, à quoi bon voter? Et c'est un contexte, c'est un élément de contexte qu'il faut avoir en tête. Autre élément pour le gouvernement sur cette crise du Covid, par rapport au premier confinement, par rapport à la période récente, on voit un niveau de confiance élevé, majoritaire, que ce soit sur la vaccination, que ce soit sur l'aide aux entreprises en difficulté, où dès le début, il y a eu une confiance de l'opinion publique parce qu'il y avait des mesures identifiées, le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel. Elles étaient portées par un ministre, Bruno Le Maire, plutôt apprécié des Français. En revanche, on a vu à quel point la défiance a été massive à tous les moments de la crise jusqu'à la vaccination, le juin 40 sanitaire, la crise des masques, la crise des tests. Et la question qui se pose à quelques semaine de l'entrée vraiment, je dirais, de la montée en puissance de la campagne présidentielle, est-ce que les Français vont retenir le film de la campagne, c'est-à-dire le film de la gestion de crise, avec ses ratés, avec ses dysfonctionnements, ou vont-ils retenir ce que j'appelle la photo, c'est-à-dire les dernières impressions
à savoir un pays qui est monté en puissance sur la vaccination, qui est bien placé par rapport aux autres pays européens. Et voilà, c'est la question qui se pose. Et là, sur ça, il faut avoir la modestie de dire qu'on ne sait pas. Cette campagne va-t-elle être gâchée ou entravée par de nouvelles restrictions? Une enquête IFOP fiduciale pour le JDD de la semaine dernière montrait qu'un Français sur deux anticipait un confinement ou des mesures restrictives en mois de janvier, février. Ce n'est bien sûr pas à prendre pour argent comptant, mais ça en dit long sur, je dirais, cette menace, cette épée de Damoclès que constitue cette crise. On n'avait jamais vu ça dans une campagne présidentielle. Alors si on s'intéresse aux thèmes prioritaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui va compter pour les Français pour les prochains mois. Ce qui est très intéressant, on verra dans la dernière diapositive sur laquelle je passerai vite, ne vous inquiétez pas, on a pour l'instant une campagne qui n'a pas choisi son thème. On n'est pas sur la campagne de 2002 qui a été sécuritaire, la campagne de 2007 qui a été sur le travailler plus pour gagner plus, celle de 2012 qui a été sur l'antisarkozisme et les injustices. Là, ce qui frappe, c'est une pluralité de thèmes qui sont jugés comme tout à fait prioritaires par les Français. C'est des données IFOP de fin novembre, vraiment d'il y a une dizaine de jours. Ce qui est intéressant, c'est la première place, la santé qui arrive en tête. Vous allez me dire, bah oui, c'est lié au Covid. Je vous réponds non. C'est depuis septembre 2019, donc avant, anté-Covid, que la santé est devenue la première préoccupation des Français, parce que dès septembre 2019, il y avait l'inquiétude sur l'hôpital, la grève des urgences, il y avait la question de l'accès aux soins, il y avait bien sûr la question qui vous intéresse, le grand âge, la dépendance, et c'est devenu aujourd'hui la première préoccupation des Français. On le voit également, la sécurité, que ce soit le terrorisme ou la lutte contre la délinquance, constitue des priorités très élevées. Ce qui est notable, constitue une véritable rupture avec, par exemple, 2002, où c'était la première préoccupation quelques semaines avant l'accession surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour. C'est trois choses inédites. Premièrement, ce sujet, que ce soit le volet terrorisme ou le volet délinquance, constitue de moins en moins un sujet clivé entre la gauche et la droite. Bien sûr, il y a une sensibilité plus forte à droite extrême, mais à gauche, c'est aussi un vrai sujet. Deuxièmement, quand on regarde le profil des victimes qui ont marqué les Français, notamment au cours de cet été Orange Mécanique de 2020, cet été marqué par des faits divers, par des faits qui ont beaucoup ému l'opinion. Quand on voit le profil des victimes, je pense aux maires de Signes dans le Var, aux chauffeurs de bus de Bayonne, à des pompiers, c'est le signe pour les Français d'un affaiblissement de l'État, d'une perte d'autorité de l'État. Et donc il y a un lien, une décorrélation, ce ne sont pas des simples faits divers, ils ont une traduction politique. Et troisième point, quand on interroge les Français dans des enquêtes qualitatives, ils parlent moins en termes de solutions d'augmenter le nombre de forces de police. Ils sont moins sur des solutions qualitatives que, maintenant quasi systématiquement, ils associent cette situation sur la délinquance à une insuffisante réponse pénale. On dit délinquance, les Français répondent désormais moins police que justice. Je vous laisse regarder la liste. On a des scores très élevés. Ce qui est très frappant, donc cette enquête date de fin novembre, vous avez des évolutions très spectaculaires sur deux dimensions. Le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat. Il se passe quelque chose sur ce sujet. 10 points de plus par rapport à fin août, c'est très inédit que ça bouge autant en à peine 2 mois. Bien sûr, depuis maintenant la rentrée, la question de la vie chère, le mot inflation qui revient dans le discours spontané des Français, la question des carburants. Et là, on retrouve, avec en plus, je vous ai dit, un +9 sur la maîtrise du niveau des impôts, qui était un sujet qui émergeait très peu par le passé. On retrouve le schéma, si je puis dire, qui n'est pas un schéma de contexte de crise, en crise économique. Le chômage relègue tous les autres thèmes. Là, on voit que ce n'est pas le cas. On est plus sur le contexte 2007, où c'est le pouvoir d'achat, la question du salaire, du partage des fruits de la croissance, qui est très fort, avec un chômage qui n'en finit pas de baisser dans la hiérarchie des préoccupations des Français. C'était le premier sujet en novembre-décembre 2016. Il ne cesse de baisser et je dirais que le regard sur le chômage des Français a changé très, très sensiblement. Quand on interroge des Français sur qu'est-ce qu'ils trouvent injuste, qu'est-ce qu'ils se trouvent insupportable, c'était des données IFOP pour le Conseil national des barreaux de l'été dernier, ce n'est plus le chômage, mais c'est le travail qui paye mal. Le travail qui paye mal qui a été un des ferments de la mobilisation des Gilets jaunes, ceux qui commencent la fin de mois, le 9 ou le 10 du mois, ceux qui n'arrivent pas à vivre malgré 2 emplois et 2 salaires. On voit que la petite musique sur les emplois non pourvus, la petite musique, ou plutôt la perception de l'assistanat,
La loi du gouvernement sur l'indemnisation des chômeurs est passée très facilement, pas de mobilisation de la gauche, pas de mouvements sociaux d'ampleur. On voit que le regard sur le chômage a changé. Autre élément qui montre une rupture par rapport au passé, la question environnementale, la question du climat. Bien sûr, elle n'est pas en tête des préoccupations, elle est même en léger retrait par rapport à fin août, mais on voit que l'époque où, dans un contexte de crise, le chômage, je dirais, reléguait très nettement les questions environnementales en fin de liste est complètement passé de mode. Donc on a une hiérarchie inédite, on a aujourd'hui une pluralité de thèmes, mais ces données datent d'il y a 15 jours. Est-ce qu'un retour en force de la pandémie ne va pas de nouveau figer le jeu, glacer le jeu, et donc faire que la campagne sur toute une série de ces thèmes n'émergera pas? Pour finir, c'est un tableau quasi identique, mais qui montre la comparaison, la mutation des enjeux entre 2017 et 2022. Rapidement, c'est possible, Frédéric. 15 secondes, vous inquiétez pas. Merci. Vous inquiétez pas. Sur qu'est-ce qui était prégnant dans le vote des Français en 2017, on voit très bien que la hiérarchie a fondamentalement changé. Je vous l'avais dit, la santé, 14 points de plus. C'est rare que sur un thème comme ça, les choses changent autant en à peine 4 ans. On voit très bien l'insécurité, la délinquance, ce n'était pas le thème majeur, loin de là, en 2017. C'est devenu maintenant un des 2 thèmes majeurs en termes de déterminant du vote. L'environnement, le climat n'est pas en tête, mais progresse de manière très sensible par rapport à la présidentielle passée, qui n'avait pas de candidat Europe Écologie Les Verts dans l'offre électorale. Et puis, dernier point, on voit ce que je vous disais sur le chômage, ce n'est pas un effondrement, mais 9 points de moins sur le chômage par rapport à cette progression du pouvoir d'achat. Ça veut dire que la hiérarchie des thèmes, l'articulation des thèmes économiques et sociaux a très fortement muté. Je le répète, l'incertitude, c'est est-ce que l'épidémie, la pandémie, ne va pas encore bouleverser tout cela? Je vous remercie. Merci Frédéric. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. À côté de vous, Jean-Laurent Casselli, journaliste, essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, paru au Seuil. On parle beaucoup de ce livre depuis quelques semaines, Jean-Laurent. Alors, vous écrivez que depuis le milieu des années 80, notre société s'est métamorphosée en profondeur. On est passé d'une économie de production à une économie de la consommation, des loisirs et du tourisme. Oui, tout à fait. C'est un des axes forts de ce livre qu'on a donc coécrit avec Jérôme Fourquet, qui est un collègue de Frédéric Dabi, hein, tout à fait, et tous les deux à IFOP. Et donc moi, effectivement, je suis une formation plutôt de journaliste, et ce livre, si vous voulez, est à la fois un essai et une enquête, un essai sociologique, une sorte de panorama de la société française actuelle et de son évolution sur les dernières décennies, et une enquête avec un aspect terrain assez marqué. On travaille un petit peu, Frédéric a parlé des préoccupations des Français, ce qu'il y a dans leur tête. Nous, c'est plutôt, je dirais, la vie quotidienne un petit peu des Français, à l'échelle notamment des fameux territoires. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé dans cette France en quelques décennies? À peu près tout, mais surtout un modèle économique qui est, pour nous, passer d'une économie de la production à une économie de la consommation des services, également du tourisme et des loisirs. On donne souvent cette date un peu clé parce qu'elle est emblématique, celle de 1992, où à quelques semaines d'intervalle au printemps, la grande forteresse ouvrière de l'usine Renault-Billancourt ferme ses portes, et quelques semaines plus tard, le parc Euro Disney ouvre en Seine-et-Marne, toujours dans la région parisienne, et va devenir, vous savez probablement, le premier employeur monocyte de France. Et également la première destination touristique à la fois française et européenne. Alors il y a plein de choses dans Disney, il y a évidemment l'américanisation, il y a le fait que ce soit une économie du loisir et du tourisme, et il y a aussi donc ce passage de relais d'un secteur économique à un autre. Et au-delà de cet exemple, si vous voulez, c'est tout un modèle territorial qui a évolué aussi pour servir ces nouvelles priorités. Un exemple concret, on est passé de l'ouvrier d'usine à l'ouvrier de la logistique, ce qu'on a beaucoup vu pendant la crise des Gilets jaunes, la fameuse crise des ronds-points. On s'est aperçu que les figures des Gilets jaunes étaient des chauffeurs-livreurs, des routiers, des aides-soignantes, et que donc on n'avait pas vraiment affaire à ce prolétariat qu'on imaginait rester dans un film avec Jean Gabin, mais plus d'usine, mais plutôt un nouveau prolétariat des services. Et c'est ça qui était vraiment frappant dans ce moment charnière, qui est un des épisodes qui nous a donné envie d'écrire ce livre, justement pour aborder tout
ces changements, toutes ces évolutions à la fois économiques, sociétales et territoriales. Il y a aussi un aspect territorial assez marqué dans cet ouvrage, puisqu'on essaie de raconter comment les Français se répartissent sur le territoire et comment se met en place une sorte de hiérarchie territoriale entre ce qu'on a appelé la France triple A, celle des meilleurs morceaux, celle des grandes villes, des métropoles, mais aussi celle des bords de mer, des littoraux. La nouvelle Californie française, enfin la Californie française n'est plus la Côte d'Azur. Alors exactement, je vais boire un coup. C'est fini. Ah oui, suspense, c'est... Alors, oui. On a un chapitre qui est consacré à ce qu'on appelle le déplacement de la Californie française, de la Côte d'Azur à la côte basque et à la côte atlantique plus généralement. En fait, si vous voulez, bien entendu, le sud-est reste extrêmement attractif en termes touristiques et également résidentiels. Mais il y a eu un passage de relais, en fait, vers la côte atlantique pour des raisons à la fois de mode, de style de vie, des raisons peut-être aussi climatiques, mais je dirais surtout derrière un changement un petit peu d'attitude des jeunes générations qui cherchent aujourd'hui à se loger au meilleur prix dans les endroits les plus agréables possibles. On en parle beaucoup depuis l'après-Covid avec ce qu'on appelait dans les médias un peu rapidement l'exode urbain, cette idée qu'un certain nombre de Français, les télétravailleurs, fonctionnent finalement un peu comme les retraités quelques décennies avant eux, c'est-à-dire ont un pouvoir d'achat et une certaine liberté de mouvement, peuvent choisir en fait le lieu dans lequel ils vont vivre. Et en fait, c'est cette nouvelle catégorie de télétravailleurs urbains mobiles, si vous voulez, fait un petit peu son marché en France à la carte et sélectionne les endroits en fonction de leur connectivité. Alors, l'idéal, c'est qu'il y ait une gare TGV ou une gare de TER, qu'on soit pas trop loin d'une métropole, à 2 heures, 2 heures et demie maximum, qu'il y ait un climat plutôt favorable, qui est évidemment du haut débit. Hein. Tous les agents immobiliers vous diront qu'avec le climat et l'accessibilité, ce que tout le monde demande sur les territoires, c'est est-ce qu'on peut se connecter à Internet pour faire des visios lorsqu'on sera en télétravail. Et donc vous avez une recomposition du territoire, si vous voulez, à la fois par l'économie, par les questions de flux de marchandises, les questions de logistique, mais aussi par les choix des Français, les choix de vie et de cadre de vie, puisque cette population qui choisit donne quelque part le là au territoire, et on le voit très concrètement. On parlait de la côte basque, mais c'est vrai en Bretagne, c'est vrai dans la Drôme, c'est vrai dans beaucoup d'endroits en ce moment en France. On voit une véritable tension immobilière sur ce qui était, il y a encore quelques années, des petits marchés très localisés, dans lesquels finalement toute la France entre en concurrence. Moi j'habite à Marseille, je le vois aussi très concrètement, les bons endroits sont de plus en plus courus par une clientèle qui est non plus uniquement une clientèle de proximité, mais une clientèle nationale. Et cela crée également de nouvelles tensions qui pourront avoir aussi peut-être une traduction politique dans les prochaines années. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. Hein. Il faudra vraiment que vous vous y plongiez. Je vous y invite. Il y est question aussi, vous y avez fait allusion, de l'américanisation de la société française. Je ne savais pas qu'il y avait une mode du pole dance qui s'est installée dans certains territoires. Eh oui, c'est ça, hein, le pole dance est à la mode. Et de la danse country également. Et la danse country, effectivement. Donc vous trouverez tout ça dans le bouquin. Juste en 2 mots, il y a une étude, et je suis sûr qu'elle n'a pas échappé à Frédéric Dabi, qui est sortie récemment, disant que, contrairement à l'image qu'on peut en avoir ou l'impression qu'on s'en fait en regardant les médias, 80% des Français se disent heureux. Ça vous surprend ? Alors non, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on vit dans ce paradoxe dans les secteurs des études. On dit souvent qu'il y a un bonheur privé et un malheur public. Il y a eu récemment une étude de l'Institut Montaigne, concurrent de l'IFOP, qui parlait de la France du proche, de l'après-confinement. C'était assez intéressant parce que le proche pour eux était à la fois défini en termes géographiques, la France du quartier, du village dans laquelle on se sent bien, par opposition à la vaste société qui est un petit peu peut-être un peu effrayante, ou en tout cas qu'on a du mal à déchiffrer. Et puis la France du proche, c'est aussi évidemment celle de la famille, des amis, celle des gens qu'on peut inviter à son barbecue le week-end. Et donc vous avez vraiment ce paradoxe qu'on retrouve très très fréquemment quand on interroge les Français, qui est qu'à titre individuel, ils vont vous dire je vais plutôt bien, chez moi, autour de chez moi, oui ça va plutôt bien, mais autour c'est le bordel, si je caricature. Bien. Merci Jean-Laurent. Votre livre
s'appelle « La France sous nos yeux ». Voilà, il faut vraiment le lire. On enchaîne avec Nelly Garnier, directrice de l'Observatoire des crises nouvelles, agence Havas Paris. Alors, à 4 mois de l'élection présidentielle, Nelly, dans ce rouge qui me rappelle celui de Valérie Pécresse samedi dernier au siège de LR, quand elle levait les bras après sa victoire, peut-on rappeler quelles sont les forces en présence ? Ce qui a très bien été décrit à l'instant, c'est qu'on est sur une France qui s'est fracturée par rapport à... Elle est finalement un état d'opinion qui est beaucoup moins homogène qu'avant. Et cette France fracturée, eh ben, ça se traduit aussi par un paysage politique qui est beaucoup plus fracturé. Et c'est vrai que ce qui est très impressionnant, c'est de se dire que pendant des années, le paysage politique a été structuré autour de 2 grands partis de gouvernement, ou en tout cas 2 grandes forces de gouvernement. Et finalement, on attendait l'alternance. Quand vous étiez à gauche ou à droite, vous saviez qu'à un moment, le retour à l'exercice du pouvoir serait automatique par le biais de l'alternance. Aujourd'hui, on a un morcellement de l'offre politique. Alors avec quelles conséquences ? D'abord, c'est qu'on est devenu dans un monde politique totalement instable et inattendu. En 2017, on a quand même eu un président de la République qui a été élu alors qu'il n'était pas issu d'un grand parti. Et ça, c'était quand même un bouleversement majeur, il faut quand même le mesurer encore aujourd'hui. Et puis, en quelques mois, on a eu, pareil, un éditorialiste politique qui s'est imposé parmi les principaux concurrents du président sortant, alors qu'il n'était pas non plus soutenu par une force politique ou un parti existant. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, quand votre paysage politique il est plus organisé autour de 2 grandes forces, mais d'une multitude de forces politiques, ça veut dire que le seuil d'entrée au 2e tour de la présidentielle, il est beaucoup plus bas. Et que donc le jeu est ouvert, que c'est beaucoup plus facile de se qualifier et qu'on est rentré dans une campagne effectivement qui va être la campagne de l'inattendu parce qu'un mouvement d'opinion de 1, 2, 3 points peut complètement basculer l'équilibre des forces en présence. Nelly, vous qui connaissez bien les politiques, on a parlé de la France et des Français tels qu'ils sont, tels qu'elle est, avec Frédéric Dabi, avec Jean-Laurent Casselli. Est-ce que les politiques, les candidats à la présidentielle, la connaissent, cette France ? Oui, forcément, parce que les politiques sont quand même tout le temps en contact avec les Français. Donc après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, ce monde, il est beaucoup plus difficile à appréhender parce qu'il est multiple, parce qu'on a une évolution des clivages et que aujourd'hui, on a beaucoup plus de... Finalement, on dit souvent qu'il y a une volatilité de l'opinion, parce que l'opinion, elle se range beaucoup moins dans des cases existantes, et donc on a de plus en plus une adhésion politique qui est court-termiste. Et c'est ça la grande difficulté pour l'opinion. Finalement, quand il y a eu Emmanuel Macron, on s'est dit c'est que c'est plus le clivage gauche-droite, c'est un nouveau progressiste contre conservateur ou populiste, ça va être un bloc élitaire contre un bloc populaire. Donc on essaye toujours de diviser la France en 2 et en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. On a un électorat qui est volatile, on a un électorat qui est beaucoup moins fidèle dans son adhésion à une force politique et c'est encore plus vrai chez les jeunes et ça... Frédéric pourrait nous le dire, l'électorat plus âgé et plus sécuritaire pour un candidat, l'électorat de la jeunesse, il peut faire basculer s'il se mobilise une élection. Et donc, c'est pas forcément que les sondages se trompent, c'est que les choix se font plus au dernier moment. Et c'est que quand on se considère de gauche ou de droite, eh bien, on peut se mettre vers un ou un autre candidat. Et donc, on peut finalement sacrer un parti sur un scrutin et le désavouer totalement le lendemain sur un autre scrutin. Et ça, c'est le grand changement qui fait que même quand on connaît son pays, même quand on a un ancrage local, eh bien, on ne sait pas ce que ça va donner en termes de conséquences électorales. Merci Nelly. Un mot de conclusion, Florence ? Oui, nous, on va, en tant que CINERPA, en tant que corps intermédiaire, on va œuvrer pendant toute cette campagne. Alors moi, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs campagnes présidentielles et législatives que je suis au poste de délégué général, mais c'est toujours une période extrêmement, très, que j'apprécie tout particulièrement, évidemment, puisque, évidemment, on va aller à la rencontre des équipes de campagne. On fait une plateforme de messages qu'on aura en janvier et qu'on va
va les diffuser auprès des candidats qui voudront bien nous écouter, hein, parce que, et on voit bien que dans les débats, d'ailleurs, déjà dans les débats des primaires qui ont eu lieu, peu finalement de... c'est la ministre qui arrive là. Peu... Panique à bord. Il se passe quelque chose. Donc, je ne sais, lever la main, voilà. Hein, donc, peu de fois, le sujet grand âge, pour ainsi dire jamais, n'a été abordé. Voilà, donc ok, la santé est peut-être importante pour les Français, mais en tout cas, les candidats, à chaque fois et à chaque élection quand même, c'est assez symptomatique. Ils ne parlent jamais du grand âge, alors que le corps électoral est quand même vieillissant. Et puis finalement, quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte qu'il y a quand même un petit sujet sur le grand âge, et du coup promettent une réforme grand âge qu'on ne voit jamais arriver. Donc c'est ça qui est assez amusant. Donc évidemment, on va aller voir les équipes de campagne. On va aller porter nos messages pour que les candidats prennent en compte et prennent la mesure de la transition démographique à 10 ans déjà, hein, avec la transition qu'on va avoir dans les 10 et plus largement 20 ans. C'est vraiment un sujet politique, on le voit bien, c'est un sujet extrêmement sensible pour les Français. Et puis après, évidemment, on va avoir la période des législatives, hein, puisque c'est d'abord les présidentielles, ensuite les législatives. Et évidemment, à partir du mois de juillet, on ira à la rencontre de tous les nouveaux élus. Donc c'est une période palpitante qui commence avec tous ces rebondissements dont on a l'habitude. Et donc voilà, c'est une période que nous apprécions tout particulièrement et où nous serons présents. 14 avril, premier tour de l'élection. 10, pardon. Oui, 10 et 24 pour le deuxième tour. Voilà, j'ai fait une fusion des deux. 10 et 24 avril, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Bien, merci Florence. Merci à Nelly Garnier, Jean-Laurent Casselli, Frédéric Dabi, on vous applaudit.